Bon, aujourd'hui, je vais parler sur les politiques face aux défis planétaires, en prenant le changement climatique comme l'exemple principal. Et Claude Henry, qui n'est pas venu encore, mais j'espère qu'il viendra bientôt, il donnera le séminaire après. Bon, le changement climatique, ça peut provoquer des effets inattendus, comme ici la tempête Sandy à New York. Là, c'est juste quelques jours après. Il n'y avait pas d'électricité pendant une dizaine de jours à Manhattan, ou une partie de Manhattan, et j'habitais dans la partie qui n'est pas éclairée là. C'était tout à fait... il y avait plein de choses étonnantes. Il y avait des stations de métro qui étaient pleines d'eau. Et c'est une des changements climatiques, avec beaucoup d'autres problèmes, sont quelque chose qui caractérise l'époque que nous appelons maintenant l'Anthropocène. Époque dans laquelle ce sont les activités humaines qui sont la force principale déterminante du développement de différents aspects du planète. Des scientifiques, j'en ai déjà parlé avant une fois dans mon cours inaugural, les scientifiques ont essayé de définir un certain nombre de limites planétaires, des seuils, des endroits, des domaines où il y a des problèmes, où l'activité humaine crée des problèmes et des seuils, en effet, pour ne pas franchir. Par exemple, le climat, le cap d'ozone dans la stratosphère, l'acidification autant des sols, comme l'acidification maintenant à grande échelle de la mer, les cycles du phosphore et de l'azote, cycle de l'eau aussi, la biodiversité, l'aménagement des sols et toutes les substances toxiques issues, par exemple, de l'industrie chimique ou qui sont synthétiques, ou soit aussi des produits de géosphère, des mines, qui sont nocifs. Tout cela présente des défis qui sont parfois liés, parfois pas du tout liés l'un à l'autre. Et nous pouvons prendre l'exemple du changement climatique parce que, d'un côté, parce que c'est peut-être le défi, un des défis qui sont les plus sérieux, et principalement parce que c'est un défi sur lequel nous avons déjà beaucoup d'évidence. Nous essayons depuis une trentaine d'années de faire quelque chose. Nous savons qu'il y a des batailles intellectuelles, les luttes des intérêts, des lobbies. Je vais en donner quelques exemples. Juste avant-hier, on a eu de la NOAA les premiers chiffres de 2015. Et donc, c'est un bon moment pour révisiter l'argument du hiatus de température. Est-ce qu'on dit hiatus en français en fait? Oui, hiatus. Merci. Ça a été un des principaux arguments plus ou moins cohérents des climato-sceptiques. Ils ont dit que pendant, voilà, tout le monde parle beaucoup du changement climatique, mais qu'en effet, entre 1998 et 2013, il n'y a pas eu beaucoup de changement de température
comme vous voyez dans ce diagramme ici. Il y a des dizaines de milliers de blogs et d'articles de presse, de diffusion sur ces sujets. Et évidemment, il y a des explications scientifiques, mais ils sont un peu plus compliqués, donc ils sont perdus. En fait, maintenant, les chiffres de 2014 étaient déjà une petite augmentation. Le chiffre pour 2015, c'est une augmentation assez grande. Donc, cet argument va disparaître, mais c'est quand même intéressant de le regarder dans son contexte. Ici, il y a l'augmentation de température depuis plus de 100 ans. Et on voit ici clairement une tendance assez élevée. Mais si on regarde juste là, entre 1998 et 2013, en effet, là, il n'y a pas... Donc, si on prend juste ces 15 ans, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais évidemment, si on le voit dans le contexte, on voit qu'il y a une augmentation. Mais ici, il y a plein d'arguments. Le principal, c'est le phénomène qu'on appelle le Niña. Il y a une oscillation des systèmes équatoriels, des courants d'air et des courants d'eau. Ça implique en fait que pendant une dizaine d'années ici, une grande partie du réchauffement est un réchauffement des eaux très profondes. C'est-à-dire que les courants ont amené beaucoup de chaleur envers les eaux plus profondes. Il y a la plupart de la mer est profonde, évidemment, et à 3-4 degrés. Et donc, il y a eu un réchauffement là, effectivement. Mais il y a beaucoup moins d'observations à cette profondeur et c'est plus difficile. Donc, ce sont des arguments qui ont été un peu perdus. Bon, qu'est-ce qu'on a décidé dans le COP récemment, au Bourget? On a décidé de stabiliser la température à 2 degrés, ou en effet, on a aussi parlé de 1,5, mais on a décidé de stabiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste parce que c'est compliqué, on s'en rend compte, peut-être pas, mais le problème de réchauffement, le changement climatique, c'est dû au stock. C'est la quantité de l'eau, ou en fait c'est la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est comme l'eau dans le baignoire. On a décidé effectivement de mettre une limite au contenu de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, parce que c'est ça qu'il faut pour limiter le réchauffement. Qu'est-ce que ça veut dire pour le flux? L'analogie est claire. Dans l'exemple du baignoire, tout le monde comprend, je crois, que si on ne veut pas plus d'eau dans la baignoire, il faut arrêter le flux d'eau. C'est-à-dire qu'on a effectivement décidé de décarboniser complètement l'économie, d'arrêter de brûler du pétrole et du charbon. En fait, un des aspects, et c'est souvent ce que disent les chercheurs, on dit que le problème climatique, c'est complexe, c'est de stock, c'est un bien public, c'est quelque chose de très long terme, donc il y a des coûts d'aménagement maintenant, il y a des bénéfices plus tard, il faut analyser les taux d'actualisation, l'économie des biens publics, tout ça. Et tout cela, c'est vrai. C'est complexe, il y a beaucoup d'aspects. Mais je crois que c'est naïf de penser que c'est toute la raison pour les difficultés. En fait, il y a aussi une lutte des lobbies et des intérêts économiques.
et je vais en parler un petit peu. Prenons ici, c'est la liste des entreprises les plus grandes dans le monde, la Fortune 500 list. Et avec l'exception de Walmart, qui est le plus grand, qui vendent des choses, ce sont, comme vous voyez, tous des compagnies de pétrole. Et ça continue avec British Petroleum, Volkswagen, Toyota, Total, Chevron, Daimler, Exxon, General Motors, Eni, Gazprom, Ford, Petrobras, sont tous les compagnies parmi les 20-30 plus grandes. En fait, j'ai compté là, au moins 70% des 2 tiers des compagnies des 30 plus grandes sont tous des compagnies soit de pétrole, de charbon, gaz, soit de véhicules ou des industries très intenses en utilisation d'énergie. En effet, ce n'est pas le cas que le secteur énergétique est tellement grand. Il n'est que quelques pourcents, disons 5% d'une économie moderne. Mais il y a une forte concentration dans cette industrie. Et cela implique juste ce qu'on a vu, que ce sont typiquement les entreprises les plus puissantes dans le monde qui gèrent juste autant à côté offre, c'est-à-dire les compagnies de charbon pétrolier, et aussi l'utilisation, soit des énergies d'acier ou autres aluminium, des autres utilisateurs très grands d'énergie, soit production de voitures, qui évidemment c'est un secteur aussi d'utilisation. Donc ça domine parmi les entreprises très grandes. Et on le voit, parfois les choses sont plus claires aux États-Unis, on voit parfois les mécanismes de politique et de political economy plus clairement. On peut prendre l'exemple d'une entreprise, Koch, qui est, ça a été en fait la compagnie plus grande. Maintenant, c'est la deuxième compagnie aux États-Unis parmi les entreprises privées, c'est-à-dire que ce n'est pas à la bourse, ce n'est pas une économie, c'est pas une entreprise publique. Ça veut dire effectivement que les Koch brothers sont encore plus riches parce qu'ils sont les seuls propriétaires de cette entreprise. Il y avait 4 frères, je crois qu'il y en a 2 qui ont racheté des autres 2. Donc il y a deux frères qui sont les propriétaires. C'est une compagnie qui emploie 100 000 personnes. Si c'était une compagnie publique, ça serait le 17e dans la liste de Fortune. C'est donc une entreprise très grande. C'est spécialisé dans tous les domaines, l'énergie, le pétrole, les fertilisants, même la production de viande. Tous les domaines où on a intérêt de cacher un peu les problèmes de changement climatique, effectivement. Et c'est ça qu'ils font. Ils achètent des politiciens. Oui, c'est une accusation sévère, mais c'est quand même assez clair. Souvent, aux États-Unis, ils donnent des contributions politiques. Ils ont donné au moins, et ils ont déclaré au moins 1,5 milliard de dollars à des différentes causes, comme le Tea Party, et pour arrêter Obama, qui sont conservateurs en général. Mais un des domaines principaux où ils ont donné beaucoup d'argent, ce sont des chercheurs qui ont écrit des articles juste sur, par exemple, le hiatus de température, niant qu'en effet qu'il y a un effet d'augmentation de température.
Ils ont demandé, ils ont eu beaucoup de succès. En fait, il y a des centaines de membres de Congrès qui ont signé des promesses de ne pas voter pour les taxes carbone. Ils ont une influence très grande sur le parti républicain surtout. Donc, la politique, souvent, quand nous l'analysons comme si c'était de l'ingénierie sociale, qui a un dictateur bienveillant. On en parle souvent d'un planificateur social qui veut maximiser le bien-être, et que la question principale, c'est comment le faire. Si c'est compliqué, si c'est des biens publics, si c'est juste des perspectives très longues dans l'avenir. Mais la politique réelle n'est pas seulement ça, c'est aussi une lutte d'intérêts. Et beaucoup de décideurs politiques sont en fait obligés où ils se voient, ils se considèrent obligés de chercher de l'argent pour leur campagne électorale et ils le trouvent parfois juste avec ces grandes entreprises qui ont les intérêts très concentrés juste dans ce domaine. Apparemment, le Koch Brothers budget pour l'élection 2016 est plus ou moins de la même taille que les niveaux des partis qu'ils ont disponibles. Donc, c'est un budget tout à fait énorme pour influencer la politique. Il y a aussi un lobbying des pays. Il y a des pays entiers qui sont puissants, comme l'Arabie Saoudite, évidemment, comme l'Australie avec son charbon, ou les États-Unis même avec son charbon, l'Union soviétique avec son gaz. Le défi à Paris, c'était de faire signer un accord, pas tous les pays. Oui, c'était signé finalement pas seulement l'Allemagne, la Suède et des pays qui veulent faire quelque chose pour arrêter le changement climatique, mais aussi par l'Union soviétique, par l'Arabie saoudite, Qatar, Australie et les États-Unis. Et évidemment, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça a aussi impliqué des sacrifices dans le texte. J'ai eu l'opportunité, j'étais pas un délégué dans le budget, j'étais là, j'observais un peu, mais j'étais dans le GIEC pendant 5 ans, qui a écrit le rapport qui était un peu un des textes fondamentaux qu'on a utilisés dans les dernières négociations. Et on avait une session, la dernière session de ce travail, on se réunissait tous les 6 mois pendant 5 ans. Et la dernière fois, c'était à Berlin, pendant toute une semaine. On était, je ne sais pas, peut-être 1000 personnes, c'était quand même grand. Tous les scientifiques. Moi, j'avais la responsabilité principale d'un chapitre 15 du troisième. Il y a 3 parties. Il y a une partie sur l'économie, les sciences sociales. Et là, le chapitre 15, c'était sur les instruments de politique. Et moi, j'étais un des auteurs principaux. On avait écrit, parmi d'autres, un texte sur la réduction des subventions aux fuels fossiles. Et donc, qui était dans le résumé. Il y avait un résumé pour les policymakers, Summary for Policymakers, qui était très court, une quarantaine de pages. Et ces 40 pages, on les lisait mot par mot devant les 1000 personnes, et il fallait que tous les politiciens de chaque pays acceptent chaque mot.
Il y avait donc 150 pays présents. Les délégués de l'Arabie saoudite ont parlé, je n'exagère pas trop, au moins 40% du temps. On avait des réunions, je devais peut-être pas le dire, mais on avait des réunions secrètes avec les Saoudis parce que c'était très sensible, hein, mais les scientifiques, on essayait d'éclairer, parce que chaque mot, ils scrutinisaient, et si ça prenait trop de temps, si ça ne faisait rien. Donc c'était très difficile, ils étaient très exigeants. Et parfois, c'était des mots, c'était des malentendus. Donc, c'était pour ça qu'on avait des réunions secrètes pour essayer de, au moins expliquer que parfois, ça allait même, pas toujours même en contre de leur intérêt. C'était juste des mots qu'ils n'aimaient pas. Le mot contraignant, une fois, par exemple, c'était malentendu. Ils pensaient qu'ils étaient contraignés de faire quelque chose, mais ce n'était pas ce qui était entendu par le texte. Donc, pendant cette semaine qui était très intense, et en fait, les derniers 4 jours, c'était 24 heures sur 24, ce qui est tout à fait... Bon, évidemment, ça va en contre des normes laborales. En plus, c'est très inégalitaire parce que les petits pays comme... pas si petits que ça, mais les pays Ouganda ou Kenya, Tanzanie, ne sont pas des petits pays, mais ils ont un délégué. Souvent un étudiant, parfois ça a été des étudiants qui ont pris mes cours, c'est des jeunes étudiants de master. Le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, ils ont des délégués de 40 personnes, plein de docteurs en économie et en juridique, et ils peuvent se tourner. Donc, il y a toujours une dizaine qui sont là, prêts à lutter pour chaque mot, pendant que l'Afrique, parfois, la nuit, est absent. J'ai fait l'amitié. C'est pas, en fait, c'est pas ces 2 photos. J'ai pris des photos d'une autre d'Internet. C'est pas les gens avec lesquels je traitais. Mais il y avait de jeunes des Maldives et j'ai fait leur connaissance par hasard parce que c'était les seuls, les Maldives. Il y avait 2 jeunes gosses, effectivement. Et c'était les seuls, eux et moi, qui allaient au gym chaque matin. Donc, on a fait la connaissance un peu plus intime. On a discuté un peu. Et tout d'un coup, ils ont commencé à appuyer l'Arabie saoudite. Donc, chaque fois que l'Arabie saoudite a dit quelque chose, les Maldives se sont levés, ils ont dit nous aussi, on considère le même qu'a dit monsieur de l'Arabie saoudite. Et donc, les Maldives, ce sont des îles qui vont disparaître. Ils avaient, il y a quelques années, un président qui était très actif en contre le changement climatique. C'était un monsieur génial du point de vue médiatique. Il a fait, par exemple, une réunion de gouvernement sous l'eau. Il a dit aux ministres, il était déjà plongeur, mais il a dit aux autres ministres qu'il faut apprendre à plonger parce que la prochaine réunion... Et il a eu, toute la presse internationale était là, et il a dit, nous, on se prépare pour l'avenir. Bon, il n'est plus président. Il y a eu un changement de régime. Je ne sais pas pourquoi, mais je soupçonne le pire, en fait. Les 2 représentants qui étaient là, donc, ils ont commencé à appuyer l'Arabie saoudite, et je leur ai dit, parce que j'avais effectivement ce texte que je voulais défendre. Mon but principal, c'était une page où il y avait, parmi d'autres, il y avait un texte sur la réduction des sous-pensions. Et donc, je les ai parlé, j'ai dit que vous êtes en contre du changement climatique. Ils ont dit, ah oui, nous allons disparaître, c'est très mauvais. Et donc, je dis,
il ne faudrait peut-être pas toujours appuyer l'Arabie saoudite. Pourquoi? Et je dis, par exemple, j'ai un texte qui apparaîtra dans quelques jours dans la discussion, c'est sur la réduction des subventions au diesel. Et ils disent, ah, par hasard, en fait, l'Arabie saoudite nous en a parlé déjà. Il y a quelque chose qui s'appelle subsidized diesel. C'est très bon. C'est bon, ils nous donnent gratuit. Alors, si vous nous appuyez, on vous donne du diesel. Si vous n'appuyez pas, en fait, on m'a raconté qu'il y avait aussi une partie menace. Si vous ne nous appuyez pas, on va vous envoyer une centaine de mullahs très radicaux. C'est un pays musulman, en fait. Mais je ne sais pas si on peut dire légèrement, mais il n'y a pas de mouvement islamiste, mais on pouvait en créer. Et le PIB des Maldives, ça consiste des gens des États-Unis et d'Europe qui viennent sur la plage boire d'alcool. On pouvait arrêter le tourisme tout de suite avec un peu d'islam radical. Donc, il y a la vote des pays est en danger aussi d'être corrompu par ces actions, c'est tout à fait clair. Bon, allons un peu au résultat. Là, on voit un peu l'ambiance qui était à Copenhague. C'était le grand déception, le grand échec. Et à Paris, c'était le grand succès. Mais en fait, un diplomate qui était le négociateur en chef suédois me racontait après Copenhague, il disait que quand tout le monde écrit que ça a échoué, c'est pas si grave qu'ils écrivent. Mais quand la presse écrit que c'est un grand succès, c'est aussi pas si bon que ça. En fait, la vérité, c'est toujours un peu intermédiaire. Et c'est donc un peu difficile à évaluer qu'est-ce qui s'est passé et où on est avec le gouvernement du changement climatique et qu'est-ce qu'il faut faire. C'était presque choquant de trouver qu'on a parlé de 1,5 degré. J'ai trouvé. Ça m'a beaucoup surpris. Et je vais expliquer dans un moment pourquoi. Mais par contre, je me disais, si j'avais été là pendant 2 semaines, et les derniers jours, quelqu'un dit, est-ce qu'on va mettre 1,0 degré dans le texte? Je ne sais pas si j'aurais voté en contre, parce qu'évidemment, ça crée un peu d'enthousiasme. Mais ce qui est un peu plus sérieux, c'est qu'on n'a pas parlé de beaucoup des mécanismes concrets, comme le prix carbone. Il y a tous les plans individuels des pays, mais est-ce qu'ils sont suffisamment contraignants et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour les faire plus contraignants? J'ai noté pendant cette semaine, je vais vous montrer, mais les actions des compagnies charbonnières n'ont pas chuté. En fait, ils ont chuté toute l'année, les derniers 5 ans. Là, c'est juste en fait une année, mais les derniers 5 ans, on a perdu beaucoup d'argent si on avait, il y a 5 ans, acheté des actions charbonnières. Et par exemple, la famille Rockefeller, la famille la plus emblématique de toute l'industrie fossile, ils ont décidé déjà il y a quelques années de vendre toutes les actions en industrie fossile. Mais pendant cette semaine, pendant la COP, ici, ce sont des actions d'une compagnie de charbon. J'ai demandé à un étudiant de regarder une trentaine de compagnies. En fait,
différentes compagnies, il y a des différents mouvements d'actions pour des différentes raisons. Mais en général, on ne voit pas, pendant les derniers jours du COP, on ne voit pas en fait une chute. Donc, si tout le monde était surpris que le COP allait si bien, que l'accord était si fort, et aussi on se réjouissait autant parmi les amis du climat, on devrait avoir vu peut-être une chute des actions dans l'industrie charbon surtout, mais on ne l'a pas vu. Je vais utiliser un instrument que je sais que je l'ai montré une fois avant dans un cours. C'est un instrument qui permet de calculer qu'est-ce qui se passe avec la température, le stock de carbone, la température, si on change les émissions. C'est quelque chose que vous pouvez chercher sur l'Internet. Ça s'appelle Chalmers Climate Calculator. C'est un outil évidemment simple. Et il y a des modèles beaucoup plus compliqués. Mais pour les êtres normaux, c'est le plus accessible qu'on puisse faire. Et donc, là, vous voyez des différents panneaux. Il y a un panneau avec les émissions. Et ici c'est la période, les derniers 30-40 ans, où on a parlé beaucoup de changement climatique. On voit qu'on parlait beaucoup, ça n'aide pas grand-chose. En fait, les émissions continuent à augmenter. Et cela implique que le stock augmente en effet exponentiellement. Et la température aussi, mais avec un délai très important. Et en plus avec beaucoup d'incertitude qui n'est pas montré ici. Si on voulait stabiliser, et là c'est encore une fois le baignoire, si on voulait stabiliser, si on stabilise les émissions, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça veut dire que la concentration augmente linéairement et pas exponentiellement. Et dans ce cas-là, c'est très difficile d'ailleurs de stabiliser. On a parlé, tout ce temps, on a parlé de réduire les émissions, de les stabiliser, ça n'a pas réussi. Ils augmentent les émissions. Si on fait l'analogie avec le baignoire, c'est qu'on augmente tout le temps la vélocité de l'eau qui coule dans la baignoire. Alors ici, on parle pas d'arrêter les émissions, mais de les stabiliser. Ça mène à un accroissement du stock de carbone linéaire. Et la température, ça va augmenter encore 4-5 degrés. J'ai utilisé cet outil pour essayer d'atteindre 1,5 degré à partir de l'année, commençons par l'année 2020. Si maintenant on pense encore un an ou deux, qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser l'accord de Paris? Et après, on se met d'accord sur quelque chose et on commence. Est-ce que c'est possible d'atteindre 1,5 degré? En fait, je n'ai pas réussi, mais j'ai réussi à trouver là quelque chose, une réduction des émissions qui mène à 1,7-8 degrés. Et après, la température commence après un temps de se réduire encore. Donc, à la fin du siècle, on est à 1,6 degrés. Mais pour faire cela, les émissions doivent diminuer 6% par an. Et ils ne vont pas réduire 6% par an en Afrique et en Inde. Je peux vous garantir, ils vont augmenter encore. Donc, ça veut dire que chez nous, en Europe et aux États-Unis, il faudrait réduire 10-12% par an. C'est-à-dire une décarbonisation, en 2040, il y a toujours un petit peu, mais cela, évidemment, c'est réservé pour l'Inde, l'Afrique.
Même ça, c'est beaucoup moins de ce qu'ils ont pensé émettre en Inde. Et nous, ça serait 0. Donc 0 2040, où sont les plans? Parce que si c'est 2040 et c'est 0, il faut déjà aujourd'hui penser à c'est la prochaine voiture qu'on achète, c'est l'isolement de la maison, c'est plein de choses qu'il faut faire aujourd'hui. Et je ne sais pas si nous avons les plans en place, si en effet c'est réaliste. Donc, je crains que peut-être, quand on parle d'1,5 degré, peut-être on trompe les petits pays qui sont très sensibles au réchauffement. Et un autre aspect qui est très important, c'est en fait l'inégalité. Les pays comme l'Inde émettent déjà très très peu. L'Europe, c'est ici, et les États-Unis, c'est beaucoup plus par tête. Ici, c'est par tête. C'est en tonnes de carbone. Si on veut des tonnes de carbone, de dioxyde de carbone, il faut multiplier par presque 4. Cela implique, à mon avis, que depuis déjà une quinzaine d'années, il y a une lutte parmi les pays. Qui va réduire? Il y a quand même peut-être une compréhension plus grande de ce qu'on ne penserait qu'en fait, il faut réduire les émissions. Mais tous les pays espèrent que quelqu'un d'autre va commencer. Et il y a des différentes possibilités. Aux États-Unis, on pense souvent à un principe, le principe du grand-père, c'est-à-dire un principe de réduction proportionnelle. C'est-à-dire que si le monde entier va réduire ça de 80%, que chaque pays réduit 80%. Et si on retourne ici, ça veut dire que les États-Unis, ça va de 6 à 0,65. Et l'Inde, ça va de 0,3 à presque rien. Mais en Inde, ils considèrent que tout le monde aurait le droit aux mêmes émissions par tête. C'est un autre point de vue. Donc on peut faire un calcul, combien de personnes est-ce qu'il y a en total, combien d'émissions est-ce qu'on peut avoir, et on le partage par tête. Et ces deux principes, ils donnent des allocations très différentes. L'Inde a maintenant 6% des émissions totales, globales. Si chaque pays va réduire le même pourcentage, ils auront toujours 6%. S'il y avait une allocation par tête, ils auraient 18%, parce qu'ils sont 18% plus ou moins de la population globale. Donc, les Indiens ont objectivement un intérêt dans le principe par tête. Même s'ils n'utilisent peut-être pas tous les droits, ils pourraient les vendre. Si on s'imagine un marché des droits à l'émission, ils pourraient vendre. Il y a eu en fait l'espoir à Copenhague, parmi les pays pauvres comme en Inde, qu'il y aurait une politique globale de l'aménagement du climat qui serait plus ou moins équitatif. Stern en a parlé beaucoup dans son rapport à Stern Review. Et ça donnerait en fait des droits d'émission aux pays pauvres comme l'Inde et aussi l'Afrique, qui vendraient peut-être aux États-Unis et des autres pays qui en ont besoin. Ça donnerait beaucoup d'argent. C'est un peu de là que vient toute cette discussion
des flux d'argent. Pour les États-Unis, les deux principes donnent un peu l'effet opposé. Ici, une revue américaine, Kerry et Modi. Donc, à Copenhague, il y avait une espèce de jeu, le jeu qu'on appelle check-in en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Et quand il y a beaucoup de différences, un grand écart entre les intérêts d'une négociation, la négociation peut prendre beaucoup de temps. Mais il semble que ce jeu a changé. On n'est plus à Copenhague, ça a échoué complètement. En fait, les pays comme l'Inde ont dit qu'on n'accepte rien si ce n'est pas tête. Les Américains ont dit qu'on n'acceptera jamais ça parce que le Sénat aux États-Unis, c'est suffisamment difficile de faire passer une politique climatique quelconque, mais une politique quelconque qui fait que les États-Unis fassent toutes les réductions d'émissions et pour avoir un monde plus équitatif, ça ne fait pas convaincre les sénateurs républicains. Ça fait encore plus difficile de passer une législation climatique aux États-Unis. Ça ne va jamais arriver. Donc, depuis Copenhague, les pays ont pensé un peu qu'est-ce qu'on peut faire. L'Inde considère que, toujours, je crois, qu'une allocation par tête, c'est le seul principe raisonnable et équitatif. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne vont pas avoir cette justice. Et l'Inde, c'est un des pays qui va perdre le plus avec le changement climatique. C'est un pays qui est déjà très chaud. J'ai des collègues en Inde qui font des études. On voit déjà les mois, les semaines les plus chaudes. On voit des pertes énormes de productivité. Il y a les ouvriers qui, tout simplement, n'arrivent pas à travailler. Même s'ils sont payés à la pièce, même s'ils sont très pauvres, ils essaient, ils vont au travail, mais ils n'arrivent pas à travailler, c'est trop chaud. Et bon, donc c'est un pays qui va perdre encore plus c'est un pays qui va perdre beaucoup avec le changement climatique. Ils sont obligés de chercher, de faire quelque chose, de trouver un accord, même s'ils trouvent que c'est un accord qui n'est pas juste. Donc, on a eu, depuis Copenhague, et surtout depuis le COP à Durban, on a eu un principe où chaque pays fait des INDC. Ça veut dire Intended Nationally Determined Contributions. C'est étrange, en fait, comme principe pour arriver à un bien public. Normalement, et il faut un décideur central qui ici sont les contributions qui sont déterminées d'une manière décentralisée. Mais il y a peut-être des avantages. Elle est malheureusement morte depuis quelques années, Elinor Ostrom. Elle était une amie et elle a reçu le prix Nobel. Juste pour les négociations sur les biens communs. Et elle disait souvent que la partie la plus difficile, c'est juste de rassembler tout le monde autour d'une table. Elle parlait, par exemple, de l'aménagement de l'eau en Californie, où elle avait fait beaucoup de travaux. Elle disait que ça a pris des années à faire venir tous les utilisateurs d'eau autour de la même table et déclarer combien ils utilisaient.
Rien que ce premier pas est peut-être la plus difficile. Et elle disait qu'en effet, ce n'est pas juste, mais en effet, il faut les promettre un peu des avantages pour qu'ils viennent. Il faut les promettre que oui, vous êtes un grand utilisateur, on va vous traiter d'une manière très spéciale, vous aurez des droits même dans l'avenir. C'est parfois nécessaire. Donc, je crois qu'elle aurait dit que les INDC, c'est quand même un mécanisme nécessaire, que c'était nécessaire que les négociations climatiques prennent cette route de demander au pays, à chaque pays, qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce qu'en fait, le débat est très différent. À Copenhague, c'était un peu un débat combien peut-on avoir, comment peux-je avoir une part des émissions qui est le plus grand possible parce que je vais les vendre. C'est une négociation très conflictuelle. Dans les INDC, c'était plutôt, on a demandé à chaque pays qu'est-ce que vous pouvez faire pour individuellement. Et donc les pays ont eu des dialogues internes. Il y a eu des intérêts, par exemple, de l'industrie de l'énergie renouvelable. Dans beaucoup de pays, est apparu quand on regarde, par exemple, l'INDC de l'Éthiopie. C'est très intéressant. C'est un pays, un grand pays, il y a presque une centaine de millions d'habitants, mais c'est un pays, un des plus pauvres de la planète. Ils disent dans le INDC que nous allons nous allons avoir un taux de croissance très élevé. On va devenir un pays de revenus moyens dans l'espace de dizaines d'années, ce qui est tout à fait affolant, en fait. Mais on va le faire sans augmenter les émissions. Nous allons construire, en fait, l'Éthiopie est spéciale parce qu'ils sont sur la Nil. Ils vont construire des grands barrages, ils vont avoir beaucoup d'hydraulicité, mais pas seulement ça, beaucoup d'énergie solaire, beaucoup d'énergie éolienne. Ils vont faire tous, ils ont tout à fait acheté l'idée verte, croissance verte. Ils veulent évidemment que ce soit payé par quelqu'un dans l'Occident, les investissements. Mais c'est quand même constructif, ça change le débat. Et si on regarde, en fait, l'Inde, souvent ces INDC sont un peu vagues. C'est pas facile de dire exactement qu'est-ce que ça veut dire en termes de pourcentage parce qu'ils sont vagues. Mais il semble que c'est une position un petit peu intermédiaire entre l'allocation per capita et l'allocation de réduction procentuelle. Donc, je crois que la discussion des INDC, la discussion qui a mené à l'accord à Paris, ça a été une discussion utile et ce n'est pas suffisant. Si on calcule la température espérée, si on ne fait rien de plus, mais juste on suit ce qui est dans l'accord de Paris, en fait, on est toujours sur un chemin vers 4 degrés, 3-4 degrés de réchauffement. Mais c'est mieux de ce qu'on avait avant, parce que le business as usual avant, ça allait vers 5 degrés. Donc c'est déjà assez bien. Et en plus, il y a une chose de plus, c'est qu'une réduction procentuelle à partir des émissions d'aujourd'hui, ça serait tout à fait injuste. Mais une réduction procentuelle à partir des INDC, ce n'est pas forcément si injuste, parce que les INDC sont l'expression des volontés de chaque pays. Donc on peut dire, vous avez suggéré ça, vous pourriez faire n'importe quel plan, vous avez suggéré ça. Si tout le monde doit réduire,
on peut faire une réduction procentuelle à partir des INDC. Je crois que ça ouvre un chemin. Mais il y a quand même besoin de faire quelque chose, parce que les INDC, en fait, il faut dès maintenant, il faut les traiter comme un baseline. Il faut faire des nouveaux contributions qui impliquent, en fait, qui sont beaucoup plus contraignantes si on veut arriver à s'approcher à 2 degrés. Même 2 degrés, c'est très difficile, en fait. Alors, la plupart des économistes, au moins une partie très importante des économistes très importants, comme Jean Tirole, Marty Weitzman, et Nordhaus, ils sont tous un peu sceptiques. Ils disent qu'on a eu tellement de négociations en termes de quantité. Weitzman, par exemple, il dit que si on va décider une quantité pour chaque pays, c'est 200 quantités. Et en fait, c'est un vecteur parce que chaque année, il y a des différentes quantités. Et donc, pour chaque pays, c'est beaucoup d'informations. Il serait beaucoup plus simple de se mettre d'accord sur un prix. Si on pouvait se mettre d'accord sur un prix minimum de carbone, que chaque pays ait soit une taxe, soit d'autres, soit n'importe quel instrument qui implique un prix de charbon de, disons, $50 ou quelque chose, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, c'est moins conflictuel parce que c'est pas clair, en fait, si on est Inde ou États-Unis. C'est pas clair si on est en faveur de 50 ou 60 ou 30. Disons, parce que chaque pays a des secteurs qui perdent, des secteurs qui gagnent avec une réforme fiscale. Nordhaus, il explore surtout l'idée des carbon clubs. Ce seraient des pays qui veulent avancer plus vite que les négociations actuelles et qui forment une espèce de club. Et le club, la règle du club, c'est qu'il faut avoir une taxe ou un prix sur les émissions de carbone. Et bon, la version gentille, c'est que tout simplement que c'est attractif d'entrer dans le club et qu'on a une réforme fiscale qui implique une taxe carbone. La version moins gentille, c'est que on met les conditions dures pour tous ceux qui sont hors du club. On met par exemple les taxes sur des importations de ces pays. Donc on oblige presque, au moins si le noyau de ce club, c'est les États-Unis, la Chine, l'Europe, des groupes de pays puissants, ils peuvent obliger plus ou moins tout le reste du monde de vouloir joindre le club. J'ai essayé en fait, je vois qu'il me manque du temps, et j'ai essayé de modéliser un peu qu'est-ce que ça implique du point de vue d'équité. Et j'ai trouvé que, je vais essayer de résumer là au lieu, que en fait, si chaque pays avait une taxe carbone, c'est beaucoup, pour un pays comme l'Inde, c'est beaucoup mieux que la réduction procentuelle, mais ce n'est pas aussi bien que l'allocation par tête. Donc c'est une allocation un peu intermédiaire. Et peut-être pour cela, peut-être plus acceptable comme une solution de compromis. Alors, je disais que je prends le changement climatique comme un exemple, on voit à quel point c'est difficile. Ça serait difficile si on le voyait juste comme un problème d'ingénierie sociale, parce que
la science naturelle est compliquée, c'est un bien public, c'est long terme. En plus, il y a tous ces effets de lobbyisme, des intérêts. Et donc, nous avons en effet une multitude de défis, comme la perte de biodiversité, la capte d'ozone, l'acidification des mers, tous ces autres problèmes avec le changement climatique. Comment est-ce qu'on doit gérer cela? Est-ce qu'on peut s'imaginer, par exemple, est-ce qu'on va continuer à respecter la souveraineté nationale et avoir des négociations, comme on a eu pour le climat, sur chaque sujet? Ou est-ce qu'on peut s'imaginer qu'une une gouvernance plus globale? Il y a des gens qui disent que certains domaines de la politique, comme la politique monétaire, est considéré tellement important qu'on l'a enlevé en fait des politiciens. On a créé des organismes d'experts comme les banques centrales qui ont certains droits de gestion un peu privilégiés. On pourrait s'imaginer quelque chose comme ça pour la gouvernance écologique ou non. En fait, on voit à quel point c'est difficile dans le changement climatique. Et si on imagine tous ces différents domaines et défis, c'était difficile. En plus, dans beaucoup de domaines, c'est plutôt gestion des risques et des incertitudes, parce que nous savons, ce n'est pas qu'on sait qu'il y a un problème avec la biodiversité, on sait plutôt qu'il y a des risques. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe si 20% des espèces disparaissent. Nous ne le savons tout simplement pas. C'est plutôt gestion de risques. Et c'est là que je suis tellement content d'avoir Claude Henry qui je vais te donner la parole dans quelques minutes, Claude, parce que c'est un grand expert sur la gestion des risques. Donc, je vais laisser ça à toi, Claude. Et je vais juste terminer avec une allégorie. Il y a un domaine dont j'ai déjà parlé dans un de mes cours, c'est de la pêche. Nous savons, à pêche, il y a une tendance à pêcher trop. Il y a le Open Access Equilibrium ici, il y a l'optimum ici. Un des bons instruments, ce sont les quotas individuels. Et la première fois qu'on a construit cet instrument, on a donné des quotas de pêche, c'était en Australie, aux pêcheurs en tonnes. Donc vous avez 2 tonnes, un autre pêcheur avait 3 tonnes, etc. Et tout d'un coup, il y avait moins de poissons dans la mer que les droits accumulés des pêcheurs. Et ils sont allés au gouvernement, vous m'avez donné le droit à tous ces tonnes, et où sont mes poissons? Donc maintenant, on donne toujours les droits maintenant en pourcentage. Le pêcheur a un droit en pourcentage, et après, un comité de biologues qui décide le total allowable catch, c'est-à-dire la quantité totale. Et si la quantité totale est de 100, donc et vous avez le droit à 2%, ça vous fait 2 tonnes. C'est une espèce de séparer la décision d'allocation et de quantité totale qui serait peut-être utile dans les autres domaines. Si les INDC auraient été dénominés pas en tonnes, mais plutôt en pourcentage d'une totale globale, donc on aurait pu l'utiliser d'une manière plus flexible. On aurait pu interpréter ça si on a besoin, s'il y a une émergence planétaire et on a besoin de réduire les émissions, on pourrait dire, bon,
des INDC, on va prendre l'allocation pourcentuelle et on va l'appliquer à un cas où, en effet, il faut réduire les émissions plus vite de ce qu'on avait prévu. Donc là, peut-être il y a une idée, un peu pour une gestion planétaire, des différents défis et problèmes. Et avec cela, mon temps est juste terminé. Et je vais laisser la parole à Claude. J'ai mis tes transparences ici, dans le même. C'est donc juste question de continuer.